également. Je vais vous parler en effet de la simulation en santé. Le point en France est un peu ambitieux. Je vais essayer de dégager les grandes lignes et surtout je voudrais garder un temps pour les questions. Alors, pour ceux qui ne sont peut-être un peu moins habitués à cette méthode pédagogique relativement récente, en tout cas en France, on distingue très schématiquement 4 grands types de simulation. Alors, on parle souvent de simulation basse fidélité, de haute fidélité. Ces termes sont en train de s'éteindre tout doucement parce qu'en fait, on mélange très souvent la haute et la basse fidélité. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez en haut à droite la simulation du procédural. Vous allez voir un bon nombre d'exemples cet après-midi. Et puis, donc, ça, c'est vraiment le procédural, mais qui doit être particulièrement rigoureux dans son étude et dans son approche pédagogique. On passe ensuite au mannequin réaliste, dans un environnement le plus réaliste possible. Et puis, ce qui se développe actuellement de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la simulation humaine. Le mot n'est peut-être pas très heureux, mais enfin, associant patients standardisés et patients experts. Et ça permet également d'accueillir, en effet, comme vous l'évoquez, Christine, les patients dans les centres de simulation. Nous avons commencé dans notre centre, mais ça ne peut être que progressif. Et puis, toute la simulation numérique qui prend un essor considérable, qui est actuellement au centre de beaucoup de réflexions, de beaucoup de recherches, et je vais vous montrer quelques exemples. Alors, oui, en effet, Christine l'évoquait, nous avons, avec Marie-Christine Moll, rédigé ce rapport de mission à la demande de la HAS, il y a maintenant quelques années. Nous avons beaucoup travaillé en Europe aussi, en France, pour savoir un peu ce qui se passait. Il y a eu quelques tentatives déjà en France, mais enfin, c'était un peu quand même à l'état embryonnaire. Et puis, nous avons fait donc 10 propositions avec des mots-clés que vous regardez ici un peu de loin. Je vais vous parler de quelques-uns de ces mots-clés. Vous voyez, éthique, facteurs humains, formateurs, mutualisation, etc. Et là, nous sommes assez heureux aujourd'hui parce que la plupart de ces mots-clés se sont bien développés et prennent une importance sans doute non négligeable. Alors, en ce qui me concerne, l'objectif de la simulation prioritaire, absolument prioritaire, il est d'ordre éthique. Et ça a été dit, le président de l'université l'a dit tout à l'heure, jamais la première fois sur le patient avec le patient. On avait du mal à faire inscrire cet aphorisme dans le rapport de l'HAS, parce que ce n'est pas l'habitude de l'HAS d'écrire des aphorismes dans leurs documents. Mais vraiment, cet aspect est absolument prioritaire. Alors, souvent, les étudiants me disent, mais monsieur, il y a toujours une première fois sur le patient. Alors, c'est vrai, bien entendu, il y a toujours une première fois, mais je leur dis volontiers, quand on a fait 10 fois un geste, 20 fois un geste, 30 fois un geste, ponction lombaire, péridurale, par exemple, pour les jeunes internestésies, on est évidemment beaucoup plus à l'aise pour faire le geste dans la réalité. Et je veux vous dire que les patients, quand on est patient, qu'on est dans un lit, eh bien, on voit tout de suite les gens qui ont une certaine habitude et les gens qui n'ont jamais fait le geste. Et c'est très angoissant pour le patient. Certains d'entre vous ont peut-être cette expérience. Alors, j'allais dire, récemment, vous savez, cette question éthique absolument fondamentale a été remise à l'ordre du jour, si je puis dire, par la question des touchés pelviens. Vous avez sûrement vu ça dans les journaux. Hein, beaucoup de gens se sont agités, à juste titre d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait des choses assez inadmissibles qui se sont passées, qui se passaient encore récemment. Et donc, c'est à l'origine d'un rapport des doyens des facultés de médecine. Et donc, ce rapport, je mets simplement la conclusion ici. Et vous voyez que, bon, je ne vais pas vous le lire dans son entier, mais il est assez remarquable. Cette conclusion est assez remarquable parce qu'elle reprend en fait tous les éléments essentiels. Et elle recommande la généralisation des techniques de simulation dans toutes leurs applications, mais si vous lisez un peu plus loin, vous voyez, vis-à-vis des patients, de leur famille, etc., les facultés devraient être soutenues financièrement, matériel nécessaire, investissement des enseignants, très consommateurs de temps, la complémentarité, la mutualisation, etc., etc., commune aux professions médicales et paramédicales. La notion d'équipe, je vais revenir un peu tout à l'heure dessus, est essentielle. Et puis enfin, si vous voulez, vraiment, ces installations doivent être conçues pour accueillir le travail en équipe. Et ça, vous le montrez bien, et c'est quelque chose de véritablement très important. Le deuxième volet capital abordé par la simulation, il est pédagogique. Et c'est Project Tardif qui me contredira. Nous vivons actuellement une révolution pédagogique indiscutable, nouvelle génération, nouvelle technologie, nouvelle pédagogie. Et vous voyez, j'aime bien mettre cette diapo parce que vous voyez qu'à l'âge de 21 ans, il y a un certain nombre d'items en moyenne. Et nous étudions actuellement avec un collègue anglais le comportement des étudiants en amphi. Et c'est tout à fait passionnant. Pourquoi les écrans s'allument rapidement, etc. Et je peux vous dire, c'est de façon assez homogène, on retrouve toujours les mêmes résultats. Mais ce qui est intéressant, pour aller vite, parce que je pourrais vous en parler longtemps, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout du compte, ils retiennent l'essentiel. Et ça, quand même, ça pose problème pour nous, ancienne génération.
Alors les 3 volets de la formation, les 3 C de la formation, connaissances, compétences, comportement, peuvent être abordés par la simulation. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il faut que ce soit progressif. On ne peut pas, sans avoir certaines connaissances, certaines compétences, aller directement au lit du patient. Ça n'est pas normal aujourd'hui, inadmissible. Et c'est pour cette raison aussi, pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens, que nous avons, avec un groupe de travail dynamique, nous avons réalisé ce guide de bonne pratique en matière de simulation en santé, qui a repris un certain nombre d'éléments de base, et en particulier la définition des programmes de simulation. Il n'est pas question de commencer de la simulation sans avoir établi un programme et sans avoir des référents formés. Et ça, on a voulu, par ce document, montrer qu'avant d'acheter du matériel, avant de faire plein de choses, c'est important de savoir ce qu'on va faire et avec qui on va le faire. Parce que la directrice générale, tout à l'heure, évoquait la pérennité, évidemment, de telles structures. Il est capital que ces structures puissent durer dans le temps. Alors, j'ai mis ce petit tableau, pas très lisible, mais ce n'est pas grave, pour vous dire juste un petit mot du e-learning, que certains connaissent bien aujourd'hui ici. Simplement pour vous dire aussi que la Haute Autorité de Santé a travaillé sur le e-learning, avec ce document qui est paru l'an dernier, qui est tout à fait remarquable et qui compare l'efficacité des programmes de e-learning, donc à un instrument magistral similaire. Les résultats ne sont pas étonnants, ils sont même attendus, entre guillemets, c'est-à-dire que le e-learning peut être supérieur, et est supérieur dans la plupart du cas, à une seule condition, c'est qu'il y a un tutorat. Et aujourd'hui, les enseignants doivent être des tuteurs, des accompagnateurs. On doit apprendre à apprendre, nos étudiants. Et ça, c'est quelque chose de véritablement essentiel. Alors, j'avais quelques petits bouts de diapos, de vidéos à vous montrer, mais je crois que je ne vais pas les montrer parce que ça va nous passer du temps, et puis vous verrez tout ça très bien cet après-midi. Mais on commence par exemple dans les connaissances, et nos étudiants des premières années sont absolument ravis de ça, l'auscultation et l'échographie, 2 techniques de base, hein, l'auscultation toute simple. Nous avons des mannequins aujourd'hui qui permettent d'écouter tous les souffles possibles, imaginables, et ils sont absolument ravis. Je faisais un petit topo au pluripass, enfin, ce qu'on appelle le pluripass, PASSES encore dans certaines facultés, et quand nos étudiants de première année voient ce genre de matériel, ils sont absolument enchantés et ils ont vraiment très envie de faire des métiers de la santé. J'ai eu l'occasion de m'en apercevoir encore très récemment. Un autre exemple de programme dont je vous parlais, le programme des internes de chirurgie, j'ai pris quelques exemples, il y en a bien d'autres, mais les internes de chirurgie, c'est tout à fait intéressant, et vous avez dans votre centre vraiment les moyens pour le faire de façon remarquable. Nous avons un programme pour les jeunes internes en chirurgie, avec d'abord l'apprentissage de suture, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fameux lab trainer, donc vous voyez une photo en bas à droite, nous montre très rapidement les capacités techniques de nos jeunes internes en chirurgie. Alors nous sommes entre nous, mais je vous dirais franchement qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on voit assez vite ceux qui sont faits pour ça et ceux qui ne sont pas très faits pour ça. Alors je ne vous dis pas, hein, vous ne gardez ça pour vous encore une fois, nous ne sélectionnons pas encore une fois des chirurgiens là-dessus. Je sais que dans certains pays, d'ailleurs au Canada, peut-être Jacques Tardif le sait, les chirurgiens dentistes, avant leur cursus, sont évalués sur leur capacité technique. C'est plus important de savoir quand même avant de faire 1 ou 2 ans de chirurgie et de s'apercevoir qu'on n'est pas fait tout à fait pour ça. Voilà un exemple de programme national de chirurgie, l'urologie, développé par le professeur Chevalier de Nice, qui a intégré la simulation dans le programme de DES d'urologie. Et actuellement, plusieurs sociétés savantes, ça faisait partie de nos propositions, travaillent actuellement sur un programme non pas figé, mais qui permet, c'est le cas de l'anesthésie réa, c'est le cas de la cardiologie actuellement, qui introduisent la simulation dans les différents modules de formation des internes. Et puis, un élément important, bon, je ne vous parle pas des différentes simulations hybrides, par exemple, vous voyez en bas à gauche, que vous allez voir de très beaux exemples cet après-midi, associant une actrice et un bassin plastique pour étudier le phénomène de l'accouchement, mais surtout, je vais insister sur un point en bas à droite, c'est la consultation d'annonces. Et ça aussi, vous le développez, et c'est quelque chose qui se développe énormément. Ça représente dans notre centre environ 40% de notre activité. Nous avons 5 programmes de consultation d'annonces, annonce du cancer, c'est par là que nous avons commencé, annonce d'un prélèvement multi-organes, etc., etc. Et je dois dire que là, avec des acteurs, et ces acteurs au départ étaient bénévoles, maintenant semi-professionnels, voire professionnels, la demande est importante.
Et je peux vous dire que les jeunes internes, pas seulement les jeunes, lorsqu'ils sont en phase d'acteurs qui pleurent lors de l'annonce, par exemple, je peux vous dire qu'ils s'en souviennent toute leur vie, exactement comme avec les vrais patients. Donc ces consultations d'annonce sont absolument remarquables, et je dois dire que pour nous, c'est une grande satisfaction, et pour les étudiants également, de voir les résultats. Alors la simulation numérique, je vous le disais, prend une importance tout à fait capitale, essentielle. Je ne vous détaillerai pas tous les jeux sérieux possibles, imaginables, mais voilà par exemple quelques exemples au Staying Alive, hein, vous le connaissez sans doute, la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire avec l'ère des Bee Gees. Vous voyez par exemple en haut à droite un exemple pour les EHPAD, le personnel des EHPAD, où on leur apprend comment aborder un patient âgé en EHPAD. Peut-être que Mme Girard nous parlera de Florence, d'ailleurs elle s'appelle Florence, qui est un programme de formation pour les paramédicaux. Et puis, vous voyez, la simulation numérique permet aussi d'apprendre des connaissances de base comme l'anatomie. Il y a actuellement des logiciels d'anatomie absolument remarquables. Il y a même peut-être des anatomistes parmi vous. Vous savez qu'actuellement en France, ça n'est pas du tout développé. Il y a une fac à ma connaissance qui l'a, c'est une table d'autopsie numérique, enfin une table, oui, d'anatomie numérique, où l'on peut, grandeur nature, j'allais dire, où on peut étudier parfaitement toutes les anatomies des muscles, des vaisseaux, etc. Et ça, je vois ça se développer parce que j'ai eu l'occasion d'aller au Japon il y a quelques mois, et tous les étudiants en médecine au Japon apprennent sur ce type de table. Et je peux vous dire que les étudiants en médecine japonais connaissent très bien leur anatomie. Il faut savoir également que la simulation numérique, aujourd'hui, c'est un peu, enfin mon avis, si je puis dire, mais partagé par d'autres, c'est-à-dire qu'elle sert aussi, cette simulation numérique, beaucoup, elle est au service du patient, et en particulier en termes d'éducation thérapeutique. Certains connaissent bien le sujet ici, mais vous voyez par exemple en oncopédiatrie, nos enfants non seulement jouent avec ces jeux-là, mais également peuvent apprendre leur maladie, et leurs parents également. Et c'est un apport absolument énorme et considérable. Et je veux dire que cet aspect numérique à l'éducation des familles, des patients, représente un progrès énorme. Alors, tout ce que je vous ai dit est important, mais je vous l'ai dit également en introduction, on ne peut rien faire sans formateur. Il faut donc que les formateurs soient bien formés. Vous avez parlé des chefs de clinique, nous l'avons fait aussi dans notre établissement. Tous les chefs de clinique sont formés, malheureusement trop rapidement, parce qu'il y en a beaucoup. Eh bien, actuellement, il y a un certain nombre de DU, de diplômes d'université. Il y en a une dizaine à peu près, dont le vôtre. Nous avons choisi à Angers de faire une attestation universitaire qui a pas mal de succès. On est plein. Au départ, on voulait faire 3 séances par an. Maintenant, on en est à 5 et on a une liste d'attente assez importante. En tout cas, pas de simulation sans formation de formateur. Ça, c'est capital. Et puis là, bon, je voulais simplement vous montrer, mais ça, peut-être que Florent Girard vous en parlera. Ces formateurs sont en train de se former, et surtout les cadres formateurs d'IFSI actuellement, parce que vous savez, c'est le seul endroit aujourd'hui où c'est obligatoire. Et donc, ils travaillent beaucoup, les IFSI. Je dois dire qu'on va beaucoup apprendre d'eux, parce qu'ils sont très organisés, mais je pense que Florence va nous en parler. Il n'y a pas que les IFSI, il y a également les écoles d'IBOD aussi, hein, qui utilisent de façon officielle la pratique simulée. Et puis, je voulais juste dire un mot pour dire sur le DPC, ça a été évoqué également par le président de l'université, c'est-à-dire que le DPC, la simulation fait partie, et on va beaucoup travailler pour ça, fait partie des méthodes de DPC. Et actuellement, il y a un certain nombre de professionnels de santé qui obtiennent leur DPC par la simulation. Alors, il est bien évident, et je vous le disais aussi, et vous avez eu vous êtes très enviés hein, pour avoir eu ces dotations remarquables. Eh bien, aujourd'hui, la DGOS, hein, c'est-à-dire les ARS, nous aident indiscutablement, puisque la DGOS a débloqué 8,26 millions, comme vous voyez, pour la simulation depuis 2013. Ça a été renouvelé tous les ans, et nous espérons, les dernières nouvelles que j'ai, nous espérons que cet argent va être renouvelé encore cette année, mais évidemment, ça représente à peu près 300 à 400 000 euros par région. Et bon, les régions ont changé, donc évidemment, ça va augmenter. Enfin, voilà, donc c'est pas énorme, mais c'est quand même une somme qui nous permet quand même d'avancer et de travailler sur projet également, et surtout de former les formateurs également. Bon, dans le PNSP, Programme National Sécurité Patient, nous sommes aussi très contents, parce que dans l'axe 3, eh bien, la simulation a été introduite, et elle va être développée dans le cadre du PNSP.
Quelques points importants pour finir, parce que je vois que le temps passe. Il est extrêmement important de travailler en coopération également. Et vous l'avez évoqué entre les universités et les structures de soins. Bon, je vais vous donner l'exemple par chez nous, si je puis dire, ce qu'on appelle la région Hugo, hôpital universitaire du Grand Ouest, qui associe, vous voyez, 4 régions. Alors, Bretagne-Pays de Loire reste en l'état, les autres vont changer. Donc ça représente pas mal de CHU en particulier, puisqu'il y a Nantes, Angers, Rennes, Brest, Tours, Poitiers, plus Orléans qui est un gros CHR, et Le Mans qui s'est adjoint à Hugo, qui est un très gros CH. Et bien actuellement, nous avons fait un groupe SIM Hugo, que j'ai l'honneur de coordonner, et qui travaille sur un certain nombre de points. Et en particulier, il a été dit, et nous faisons tout actuellement pour que tous les CHU de l'interrégion Ouest soient dotés d'un centre de niveau 3. Je vous dirai rapidement à quoi correspond un niveau 3. Et puis un certain nombre de points comme ça, un enseignement commun, un DU avec des modules de base communs, et puis des hyperspécialisations dans chaque CHU ou autre école. Donc voilà, et ça, des programmes également définis chaque année avec les ARS, et nous sommes ravis parce que les ARS, pour la première fois, ont désigné un représentant commun entre les 4 ARS. C'était la première fois que ça arrivait. Enfin, les enjeux sécuritaires, ça a été évoqué également, je vais aller vite là-dessus, et pourtant c'est capital. Les mots-clés ici, c'est facteurs humains, travail en équipe, sécurité des soins. Eh bien, la simulation permet de répondre en partie à ces interrogations. Vous voyez, les méthodes qui développent la fiabilité humaine, vous savez que tous les accidents graves, que ce soit à l'hôpital ou ailleurs, hein, vous savez, des accidents de train récemment, erreur humaine, accident d'avion, erreur humaine, accident grave à l'hôpital, erreur humaine, c'est quasiment la plupart du temps le cas. Eh bien, ces méthodes de mise en développement de la fiabilité humaine que nous avons aussi travaillé avec Marie-Christine Moll sont tirées du nucléaire, où ils sont d'une vigilance extrême, comme vous savez. Et oui, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais on retrouve un certain nombre d'éléments extrêmement importants et applicables à la santé, à tous les métiers de la santé. Et vous voyez, les interruptions de tâches, élément capital, beaucoup d'événements indésirables surviennent dans le cadre d'interruptions de tâches. Le téléphone, une plaie, le téléphone, une plaie. Et puis le no-go, alors moi j'aime beaucoup parler du no-go. Le no-go, je le résume en un mot, si vous voulez, ou en deux. Le no-go, c'est on sait, on fait, on ne sait pas, on ne fait pas. Et ça, c'est vrai dans tous les métiers. Et en particulier en santé. On sait, on fait. Alors, je dis ça à tous les étudiants, et j'espère que ce message va passer. L'équipe est capitale. Beaucoup de publications montrent que le travail d'équipe est parfaitement développé avec la simulation. Et la HAS a également développé un programme d'amélioration continue du travail en équipe, le projet PACT, dont nous faisons partie, et peut-être que votre équipe d'ailleurs pourra en faire partie à terme, parce que vous êtes manifestement habitué à travailler en équipe, et ce travail en équipe qui est initié en simulation est développé après dans les différents secteurs de soins. Et je peux vous dire que ça marche aussi, ça marche, parce que la notion d'équipe est capitale. Il faut distinguer, alors je ne veux pas être trop long, mais il faut distinguer le groupe et l'équipe. Et malheureusement, on travaille souvent, non pas en équipe, mais souvent en groupe. Pourquoi? Parce qu'il y a des remplaçants, il n'y a pas de leader, les objectifs ne sont pas forcément communs. Et de plus en plus, nous travaillons en groupe. Il faut à tout prix rétablir la notion d'équipe. Et cette notion d'équipe est vraiment capitale pour la sécurité des soins. Un petit mot, et ça sera cette fois quasiment pour terminer. Nous voulions au départ faire un triptyque. État des lieux, guide de bonne pratique, évaluation par la simulation. Eh bien, les 2 premières étapes ont été faites. Le 3e volet, un peu moins, parce que l'évaluation, qui est un élément capital, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter après, nous avons choisi d'évaluer d'abord les infrastructures. C'est plus simple, parce que l'évaluation par la simulation va se faire à terme, 2020-2022. C'est encore trop tôt en France. Il faut que ça s'installe pour après qu'on puisse évaluer les étudiants. Eh bien, voilà les repères pour organiser les centres de simulation. Alors, ça va du plus simple au plus compliqué. Et on parlait ce matin avec Marie-Christine dans la voiture de votre centre. Alors, vous êtes au-delà du type 3, je crois. On aurait dû mettre type 3+, d'ailleurs, pour caractériser Amiens. Vous voyez, il y a les activités pédagogiques, les ressources humaines, les locaux et les équipements. Et ceci va nous permettre, si vous voulez, de savoir comment s'organisent les centres. Actuellement, en centre, il y a comme un bon nombre de centres formalisés, j'entends par centre formalisé, une centaine de centres aujourd'hui. Et nous lançons actuellement un processus avec la HAS d'évaluation des centres de simulation, formalisé avec un référentiel, et qui permettent que les gens se situent et comment surtout ils peuvent progresser. Alors en tout cas, ici, vous êtes déjà au top, donc, mais malheureusement, tous les centres ne sont pas comme le vôtre.
Et après, nous ferons un bilan à terme pour savoir comment sont les centres de simulation en France, comment ils travaillent, comment les aider, etc. Et enfin, je crois que c'est mon avant-dernière diapo, la recherche, vous l'avez évoqué, juste une diapositive, j'en avais beaucoup, mais j'ai choisi celle-là, parce que ça vient de paraître dans la revue Pédagogie médicale. Et vous voyez qu'en haut, c'est les publications françaises, faites par, entre autres, Pierre Potier de Nantes, Isabelle Richard d'Angers, concernant l'éducation médicale. Vous voyez que c'est très pauvre, et vous voyez, depuis 2000. Et ce qui est intéressant, que la simulation arrive en deuxième position, alors que les premières publications sont arrivées fin des années 2000. Donc je pense que si on refait cette étude dans 5-6 ans, la simulation arrivera largement en tête. Donc la simulation est une méthode pédagogique, je crois. Bon, il n'y a pas que ça dans la vie. Vous avez vu, on est tous passionnés par ça, mais je crois que c'est vraiment une méthode pédagogique, et surtout elle est plébiscitée par les étudiants. Donc pour conclure, et j'ai peut-être été un peu long, pardonnez-moi, l'évaluation va être un élément capital de réflexion dans les années qui viennent. On considère que, je vous le disais, 2020-2022, 20 à 25% des étudiants seront évalués par la simulation. Il faut que les gens soient formés. Il faut absolument apprendre à travailler en équipe. Il faut apprendre à communiquer, parce que vous savez que le défaut de communication, c'est aussi un grand problème dans les événements indésirables. Et puis je vous ai parlé de l'aspect éthique, je ne le répéterai pas, mais pour moi il est essentiel. Voilà, je vous remercie beaucoup.